Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien, avant de vous présenter les images de ce 14 juillet, qui, vous vous en doutez, constitue l'essentiel de notre édition spéciale de ce soir du journal télévisé, je voudrais ouvrir une très brève parenthèse d'ordre politique pour vous rappeler la nouvelle que nous avons apprise aujourd'hui, celle d'un coup d'État extrêmement rapide, extrêmement brutal, survenu en Irak. Première conséquence de ce coup d'État, tout d'abord la monarchie hachémite irakienne renversée, le pouvoir aux mains d'un groupe de jeunes officiers entièrement dévoués au colonel Nasser, l'émir Abdulillah et le premier ministre irakien Nouri Saïd tués, lynchés, égorgés. Le roi Faisal, on est jusqu'ici sans nouvelles sur son sort. Quant aux autres conséquences de ce coup d'État, eh bien, nous ne serons peut-être pas longtemps avant de les connaître. Et il est évident qu'elles peuvent être extrêmement graves, non seulement pour tout le Proche-Orient, mais également pour le monde entier. Jacques Salbert de Londres et Jacques Denot, tout à l'heure d'ailleurs, reviendront sur cette nouvelle et vous donneront sur elle un certain nombre de détails et notamment les premières réactions des capitales étrangères en l'apprenant. Nous allons nous revenir au 14 juillet, qui vous savez a été marqué en France, à Paris, à Toulon et en Algérie par un certain nombre de manifestations. Nous allons essayer de vous donner des images de chacune d'elles et tout d'abord de celle qui s'est déroulée ce matin aux Champs-Élysées, à laquelle vous avez pu assister d'ailleurs en direct et que voici. Voici l'arrivée du général de Gaulle et de M. René Coty. Ils sont arrivés devant la tribune officielle. Et après avoir salué le drapeau de la garde républicaine, ils remontent à bord de leur voiture pour aller tout au long de l'avenue des Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile et dans l'avenue de la Grande Armée, passer en revue les troupes qui prendront part au défilé. Au rond-point des Champs-Élysées, sur le chemin du retour, le président de la République et le général de Gaulle sont redescendus de voiture devant la Nouba des tirailleurs algériens. Et cette fois, le général de Gaulle prend congé de M. René Coty avant de gagner Villacoublay, d'où un SO Bretagne l'emmènera directement vers Toulon, où le général de Gaulle assistera à la revue navale. Pour l'instant, c'est le défilé aérien, avec les vampires, les mystères, et le final, l'apothéose de ce défilé, 3 faisceaux de fumée bleu, blanc et rouge tracés dans le ciel très bleu ce matin et très lumineux de Paris. Et le défilé des troupes terrestres, emmené par des éléments de la gendarmerie, éléments montés d'abord, que vous venez de voir passer. En voici d'autres, à bord de half-tracks, c'est-à-dire de véhicules à roues motrices et demi-chenillés, qui sont les véhicules de base de l'infanterie portée des armées modernes, et toujours appartenant à la gendarmerie, les chars Patton, c'est-à-dire les chars les plus lourds actuellement en service. Un escadron de la gendarmerie mobile. Voici le général qui ouvre le défilé des troupes blindées.
et le premier régiment de marche du Tchad, qui est devenu, depuis qu'il a participé à la libération de Paris dans les rangs de la 2e DB, qui est devenu l'un des régiments de tradition de la région parisienne, également monté à bord d'Aftrax. Ce régiment avait été l'un des premiers régiments reconstitués en Afrique et avait pris part à tous les combats de la colonne Leclerc depuis le Fezzan jusqu'à la France, jusqu'à Alençon, jusqu'à Paris, jusqu'à Strasbourg. Le défilé des blindés se poursuit. La caméra qui vous le montre ici est située en haut de l'Arc de Triomphe. Et voici les autos blindés de reconnaissance du 2e régiment de hussards. Non, excusez-moi, ce sont les chars Patton. Les chars Patton du 501e régiment de chars de combat, et qui est également un ancien régiment de la 2e division blindée de la division Leclerc, et qui est devenu l'un des régiments de la région parisienne, cantonné à Rambouillet. Troisième régiment d'artillerie coloniale à présent. Et un détachement de la police routière. Le groupe de circulation routière 602. Avec les hommes aux casques blancs que vous avez reconnus, les casques de la police militaire. Et voici, toujours sur Aftrax, voici les chasseurs, non pas les chasseurs à pied bien entendu, mais les chasseurs portés précisément, le 2e bataillon de chasseurs qui est porteur du drapeau des chasseurs. Vous savez qu'il n'existe pour tous les bataillons de chasseurs qu'un seul drapeau, dont chaque bataillon, à tour de rôle, a la garde, est en quelque sorte le dépositaire. Et derrière les chasseurs, les engins anti-chars téléguidés du 13e régiment de tirailleurs algériens. Ces engins anti-chars téléguidés, des fusées anti-chars, se trouvent situés derrière les jeeps que vous voyez passer. À présent, les compagnies sahariennes portées, 3 pelotons de compagnies sahariennes, dont les hommes sont traditionnellement, depuis le commandant Lapérine, des gardiens du désert, et maintenant ils gardent non seulement le désert, mais ils gardent également le pétrole du désert. Des batteries tractées du 1er régiment d'artillerie coloniale. Ces batteries étaient des batteries de 155 et voici maintenant un détachement technique du génie.
à nouveau l'artillerie, pièce 255. Encore un détachement technique de génie avec les camions porte-grues. Le 5e régiment de génie, exactement. Un régiment de transmission, le 8e régiment de transmission, qui est le régiment du Mont Valérien. Et à présent, les sapeurs-pompiers de Paris, qui furent très acclamés ce matin sur les Champs-Élysées, avec leur détachement, dit détachement de guerre, camions peints en kaki, et leur détachement civil, leur détachement de paix, avec les camions peints de couleur écarlate que vous connaissez bien. Et pour terminer le défilé des troupes motorisées, les sanitaires, les ambulances que vous avez vu passer. Voici une de nos caméras au sommet de l'Arc de Triomphe. Et à présent, précédé de la Nouba, de deux Noubas même, de tirailleurs algériens, celle du 1er régiment et celle du 13e régiment de tirailleurs algériens, les Noubas elles-mêmes précédées du bouc traditionnel, du bouc mascotte. Voici le défilé des anciens combattants d'Afrique du Nord, ce qui ne s'était jamais produit, un défilé de 14 juillet, de faire défiler des civils, plus des anciens combattants, avec des militaires. Les anciens combattants d'Afrique du Nord que vous allez voir passer, ils sont au nombre de 4000. En ce moment, la musique, la Nouba des tirailleurs algériens déboîte précisément pour pouvoir scander le passage des anciens combattants, que voici. Ils sont donc 4000 venus du département d'Alger, venus d'Oran, venus de Constantine, 4000 anciens combattants de souche nord-africaine et de souche européenne, environ dans la proportion de 9 musulmans, de 9 de souche nord-africaine pour un Européen.
La plupart d'ailleurs de ces anciens combattants sont des hommes venus du bled, venus des Loirs, venus des Mechta, que l'on a choisi dans ces régions, de préférence aux villes. Et vous pouvez voir que beaucoup d'entre eux portent d'ailleurs des djellabas, portent des chèches enturbanés autour du crâne, c'est-à-dire portent pratiquement les vêtements sous lesquels on les rencontre lorsque l'on circule dans le bled algérien. Quant aux anciens combattants d'origine européenne qui se trouvent dans ces rangs, ils ont été choisis, eux, parmi ceux qui n'avaient que peu d'occasions de venir en métropole, soit qu'il n'y ait plus de parents ni d'amis, soit qu'il n'en ait tout simplement pas les moyens, on les leur a offerts. Et terminant ce défilé des anciens combattants algériens, celui des anciens combattants du Sahara dans leur costume extrêmement caractéristique, vous allez les voir beaucoup mieux encore. Voici ce qu'on appelle les hommes bleus, et qui portent là pratiquement la djellaba bleu foncé des compagnies sahariennes, celle qu'ils portent dans le désert. Et puis, derrière les anciens combattants d'Algérie, apparaissent les jeunes d'Algérie, 2000 jeunes gens, venus des départements algériens, et qui sont précédés par le fanion et par les élèves moniteurs de l'école d'Issoire, qui forment précisément des moniteurs musulmans, des moniteurs africains, pour encadrer la jeunesse musulmane algérienne. Les 3 compagnies présentes ici de l'école d'Issoire, qui défilent en treillis bleu roi, béret noir. Et des jeunes, ils sont, je crois vous l'avoir dit, 2000, également originaires des départements d'Alger, de Constantine, d'Oran, appartenant pour la plupart à des mouvements de jeunesse. Parfois, ils ont encore beaucoup à apprendre dans l'art de défiler, mais ils ont l'air très contents d'être là. Et je crois qu'ils ont été encore beaucoup plus heureux de l'accueil qui leur a été réservé par le public parisien, extrêmement chaleureux ce matin pour eux. Également parmi ces jeunes, même proportion, environ 9 musulmans, 9 africains pour un Européen.
Oui, comme je vous disais, ils ont encore beaucoup à apprendre dans l'art de défiler, mais ce sont des choses qui s'apprennent. Et à présent, les troupes à pied. Les troupes à pied, et pour commencer, la musique de l'école préparatoire militaire d'Aix-en-Provence, qui est en réalité l'école des enfants de troupe. Une compagnie de cette école militaire d'Aix-en-Provence, défilant en vareuse bleu foncé, béret bleu. Et la musique, une musique mixte d'infanterie coloniale, composée par moitié d'éléments de la musique du régiment de marche du Tchad et d'éléments du 3e régiment d'infanterie coloniale. Cette musique précède les écoles, d'autres écoles, vous avez vu tout à l'heure à l'instant même l'école d'Aix-en-Provence, et voici, je n'ai pas besoin de le préciser, l'école polytechnique. Voici les mathématiciens, les scientifiques, ce qui est une raison supplémentaire pour qu'en ce qui me concerne, je m'abstienne de commenter davantage ces images, j'en serais absolument incapable. Et derrière Polytechnique, là aussi vous les avez reconnus, voici Casoar et Gants Blancs, les Saint-Cyriens, ce nom leur est resté bien que leur école ne soit plus à Saint-Cyr. Voici les élèves de l'école militaire interarmes de Coëtquidan. La musique de l'école navale, le drapeau de l'école navale. Et non, et non, et non. C'était bien la musique de l'école navale, mais c'est maintenant l'école de l'air, l'école de Salon de Provence qui défile. Et à nouveau, des dolmans noirs et des bicornes, mais cette fois-ci ce ne sont pas des polytechniciens, c'est l'école militaire de médecine, l'école de Lyon. Et pour terminer, l'école de formation des cadres de la France d'outre-mer, l'école de Fréjus, qui prépare précisément parmi les hommes et parmi les sous-officiers venus des territoires d'outre-mer, qui prépare des officiers pour encadrer nos unités d'infanterie coloniale.
Cette musique est évidemment la musique de la garde républicaine. Qui précède la suite du défilé des troupes à pied. Tout à l'heure, nous avons vu les écoles, nous allons voir maintenant les différentes unités combattantes. La garde républicaine, tout d'abord, qui fut créée sous l'Empire, qui fut le premier empire, et sous le nom de garde municipale, qui se bâtit d'ailleurs beaucoup à Danzig, à Friedland, en Espagne, à Burgos. Un détachement à pied de la gendarmerie mobile, dont vous avez vu tout à l'heure les éléments motorisés, les éléments blindés. Voici maintenant les fantassins de cette gendarmerie. Et à présent, la musique du 93e régiment d'infanterie, le régiment traditionnel de la Vendée, mais devenu depuis 1946 l'un des régiments de la région parisienne. Ce régiment, je vous l'ai dit, était le régiment de Vendée. C'est dans ses rangs qu'avait servi durant la guerre de 14-18 celui qui serait un jour le maréchal de Lattre et qui était vendéen. Et c'est précisément le général de Lattre qui, au lendemain de la guerre, après avoir reconstitué son 93e, l'a fait venir à Paris, d'où il n'est pas parti depuis. Il fut l'un des régiments témoins de la nouvelle armée française telle que l'avait souhaité, telle qu'elle l'avait reconstituée le général de Lattre au lendemain de la guerre. Les musiques des tirailleurs, les Noubas, le général Morlière, gouverneur militaire de Paris, qui présente les troupes au président de la République. Et la musique à présent du bataillon de Joinville. Vous savez que le bataillon de Joinville est un bataillon de sportifs dans lequel les athlètes, les champions ou même les futurs champions, les champions de classe nationale, de classe internationale et leurs cadets peuvent faire leur service militaire, peuvent remplir leurs obligations militaires sans cesser de remplir leurs obligations de sportifs. C'est-à-dire qu'ils subissent parallèlement une instruction militaire et un entraînement intensif, chacun dans leur spécialité. À la tribune officielle, à la droite de M. René Coty se trouve M. Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, et à sa gauche se trouvait, vous l'avez aperçu, M. Monerville, président du Conseil de la République. Et à présent, précédé d'une musique
de l'infanterie coloniale. Voici les troupes qui arrivent d'Afrique du Nord. Voici un régiment de marche qui a été composé d'éléments appartenant à tous les régiments d'infanterie qui se battent actuellement en Afrique du Nord. Il y a 3 bataillons composant ce régiment. 3 bataillons dont l'un représente les troupes de l'Algérois, l'autre les troupes du Constantinois et le 3e les troupes de l'Oranais. Si bien que toutes les unités d'infanterie qui sont actuellement présentes en Algérie et qui s'y battent se trouvent en même temps représentées ici par quelques-uns de leurs hommes, de leurs sous-officiers, de leurs officiers. Triés, j'imagine, selon leur mérite, car j'ai remarqué ce matin, pendant le reportage en direct, que la plupart d'entre eux portaient à la poitrine la croix de la valeur militaire qu'ils avaient reçue lors des combats en Algérie. Un régiment de tirailleurs algériens, à présent, qui est le premier régiment de tirailleurs algériens. Régiment qui se trouve actuellement également en Algérie. Vous remarquez que les officiers et les sous-officiers portent le calot azur, tandis que les hommes portent le turban blanc, traditionnel des turcos, comme on appelle les tirailleurs algériens en l'occurrence. Un autre régiment de tirailleurs, également précédé de sa nouba et d'un bouc dont je me souviens que les cornes étaient peintes de couleur d'or, c'est le 13e régiment de tirailleurs algériens qui est cantonné en Allemagne à Landau. Et la musique, la nouba de ces tirailleurs, les hommes de cette nouba portent le costume de tradition des tirailleurs avec le petit boléro bleu roi, apparemment jonquille, à broderie, et le pantalon très très large, comme vous voyez. C'est une tenue dont il reste, je crois, assez peu d'exemplaires et que l'on voit très rarement dans les défilés militaires. Là encore, le calot azur à crever jonquille et le turban pour les hommes. Et là, une nouba, celle qui avait scandé le défilé des anciens combattants, déboîte et en même temps emboîte le pas aux 2 régiments de tirailleurs qui viennent de défiler. L'infanterie coloniale en l'occurrence le premier régiment d'infanterie coloniale, qui est un régiment
dont les hommes et dont les tambours, vous le voyez, portent l'insigne de la Croix de Lorraine, l'insigne des Français libres, car ce régiment fut l'un de ceux qui composèrent la première division française libre, c'est-à-dire la division de juin 40, enfin l'embryon fut formé en juin 40, la division des gaullistes de la première heure qui poursuivit ces combats jusqu'à la fin de la guerre. Voici les hommes qui sont les héritiers des traditions de cette première BFL. Les tirailleurs sénégalais de Fréjus, groupe d'instruction des territoires d'outre-mer. Si vous avez été du côté de Fréjus, et ceux de nos téléspectateurs qui habitent la région savent qu'on y rencontre beaucoup de tirailleurs sénégalais, et cela depuis la guerre de 14-18, c'est leur région d'élection pour des raisons climatiques bien faciles à comprendre. Et à présent, la musique de la brigade des parachutistes coloniaux. Vous remarquerez que les parachutistes défilent sur un pas assez curieux, un pas qui n'est pas tout à fait aussi lent que celui de la Légion que vous verrez tout à l'heure, qui est un peu roulé, un peu traîné. Un pas assez décontracté, évidemment, qui n'est tout de même pas très militaire, mais en fait qui est probablement parachutiste. Et voici la Légion. Voici la musique de la Légion étrangère et voici précisément ce pas très spécial, très lent, très noble de la Légion étrangère. La Légion qui défile évidemment en jouant sa marche traditionnelle, la marche du Bouddha. Le drapeau du premier régiment étranger de parachutistes. Qui cette fois a délaissé le béret vert des parachutistes étrangers pour le képi à housse blanche qui est lui aussi l'une des traditions de la Légion avec les épaulettes vertes et rouges.
5 compagnies de la Légion étrangère, 2 compagnies, je crois bien, de parachutistes coloniaux, une compagnie du régiment de marche, du 1er régiment de marche de la Légion, une autre compagnie de parachutistes coloniaux, et pour terminer, une compagnie représentant la 13e demi-brigade de Légion, c'est-à-dire l'une des unités les plus fameuses de la guerre 39-45, puisque ce fut la 13e demi-brigade de Birakem, 13e demi-brigade de la DFL aussi, de la division de la France libre. La musique des équipages de la flotte. Le drapeau du 1er régiment de fusiliers marins blindés, c'est-à-dire des fusiliers marins qui normalement défilent à bord de chars et qui ont combattu durant la dernière guerre à bord de chars, tant dans les rangs de la 2e DB que dans les rangs de la 1re DFL. Commando de la marine. La musique de l'air à présent. Des détachements de l'armée de l'air qui complètent en quelque sorte, de façon plus visible, ou plus longuement visible en tout cas, le défilé aérien qui a précédé celui des troupes terrestres. Et clôturant ce défilé militaire du 14 juillet 1958 à Paris, les troupes montées, les dernières troupes montées de l'armée française, la fanfare de la garde républicaine à cheval de Paris, l'étendard de la garde, et la garde elle-même. Et les Spahis, le 7e escadron de Spahis Algérie. Et ces Spahis clôturent ce défilé militaire qui est toujours traditionnellement clôturé par les troupes à cheval. Le président de la République va maintenant quitter la tribune officielle.
Il a félicité le général Morlière, gouverneur militaire de Paris, qui lui avait présenté les troupes. Il l'a félicité selon la formule pour la bonne tenue de ses troupes. Et le président, ayant à sa gauche le général Ganneval, secrétaire général militaire de l'Élysée, va maintenant regagner son palais par l'avenue Marigny. Nous avons, parmi les images de ce défilé, vu passer différentes unités qui venaient d'Algérie. Nous avons vu les anciens combattants algériens, nous avons vu les jeunes d'Algérie. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous transporter à Alger même. En effet, ce matin s'est produit un événement technique qui marquera certainement dans les annales de la télévision française et même dans les annales de la télévision tout court. A été réalisée la première liaison télévision en direct intercontinentale. C'est-à-dire qu'au même instant, les téléspectateurs de deux continents, le continent européen et le continent africain, ont vu exactement la même image. Le progrès aidant, je ne doute pas que d'ici quelques semaines ou quelques mois, semblables performances nous semblent toutes naturelles. En tout cas, ce matin, elle nous a semblé, et à juste titre, je crois, un exploit. Je vous rappelle en quelques mots comment cela s'est passé. Un avion, un SO Bretagne, croisait au-dessus des îles Baléares, à environ 6000 mètres d'altitude. Il était équipé avec un émetteur-récepteur de télévision. Il captait les images qui lui arrivaient d'Alger, il les amplifiait, il les dirigeait vers le pic de Nord, qui les transmettait ensuite vers Bordeaux, vers Bourges et vers Paris, et vers Marseille, qui les envoyait directement par la voie hertzienne normale, par Lyon jusqu'à Paris. Nous allons donc nous transporter à Alger grâce aux images kinéscopées de cette première émission en direct Alger-Paris. Là, nous sommes sur la place du Forum. Évidemment, je vous préviens tout de suite, vous vous en apercevrez, ces images sont assez fragiles, assez remuantes. Enfin, c'est vraiment la première expérience que nous tentons. Nous l'avons tentée à vif. Et cette instabilité, précisément, des images est due vraisemblablement à certaines interférences entre nos images télévision et des émissions de radar que nous n'avons pas pu prévoir, évidemment, ni détecter, ni éviter. Là, vous avez une vue sur Alger, vous avez vu le port d'Alger, et nous revoici sur la place du Forum, au pied du gouvernement général, où va avoir lieu la revue des troupes et la prise d'armes. C'est le général Jouot, commandant les forces aériennes d'Algérie, qui passe en revue les troupes qui tout à l'heure prendront part à un défilé militaire. Le général Jouot, ayant à sa gauche en blanc le général Jour, qui est l'adjoint du général Salan, l'adjoint militaire du général Salan, que vous voyez là à droite de l'écran. Le général Jouot. Il y a aussi à Alger des troupes qui participent aux cérémonies, qui participeront à un défilé, et il y a des délégations d'anciens combattants, exactement comme à Paris, et des délégations de jeunes. Voici les délégations de jeunes.
et les anciens combattants derrière leur drapeau. Et les dernières images venant d'Alger vont vous montrer le général Allard, qui fait actuellement fonction de préfet d'Alger, remettant la croix de la valeur militaire à M. Serge Barret, secrétaire général d'Algérie. Eh bien, vous le savez déjà, un coup d'État s'est produit ce matin de très bonne heure en Irak. Le Premier ministre Nouri Saïd et le prince héritier Abdullah ont été enchaînés, traînés dans les rues, lynchés par la population et ensuite leurs corps ont été brûlés devant le public. Un gouvernement provisoire a été constitué, composé d'éléments pro-nassériens. Ce gouvernement a pris des décisions que je vais essayer très rapidement de vous donner. Il a tout d'abord indiqué et envoyé un télégramme au colonel Nasser, lui indiquant que la nouvelle République irakienne reconnaissait la République arabe unie, que l'Irak quittait l'Union irako-jordanienne, que l'Irak ne reconnaissait plus le pacte de Bagdad. Une réunion aujourd'hui devait se tenir de ce pacte à Istanbul. Et enfin, que la loi martiale était proclamée en Irak. Regardez cette carte. Je crois que la gravité de la situation au Moyen-Orient, en fonction de ce que je viens de vous dire très rapidement, que cette situation, la gravité de cette situation plutôt, n'est pas une vaine formule. L'Irak, 445 000 km², soit les 4/5 de la France, 4 800 000 habitants, dont les 9/10 sont musulmans. L'importance de l'Irak venait surtout de sa position géographique, cette carte vous le dit assez, des frontières orientales de la Syrie au golfe Persique, de sa position politique, le pacte de Bagdad, auquel j'ai fait allusion il y a un instant, qui a été créé en 1956 avec pour partenaires, vous le savez, l'Iran, la Turquie, le Pakistan, la Grande-Bretagne et, à un moindre degré sans doute, les États-Unis. Une position politique également importante par la création au début de l'année et pour répondre à la République arabe unie créée par Nasser d'une union irako-jordanienne. Mais puisqu'aussi bien, on peut aussi dire, d'ailleurs, rappeler d'un mot, que la production globale était de pétrole, bien entendu, car l'importance de l'Irak, c'est le pétrole également, était de quelques 35 millions de tonnes par an, et puisqu'aussi bien je viens de parler de pétrole, que cette affaire concerne au premier chef, sans aucun doute, les Britanniques, et bien je vais demander à Jacques Salbert de nous donner immédiatement les réactions dans la capitale britannique. Ici Londres, bonsoir. C'est évidemment avec beaucoup d'intérêt, avec une certaine inquiétude, que l'on suit depuis ce matin à Londres le déroulement des événements au Moyen-Orient. Car en effet, les événements d'Irak posent au gouvernement britannique un certain nombre de problèmes. Vous savez que l'Irak était le dernier bastion britannique au Moyen-Orient. La révolution qui s'est effectuée aujourd'hui risque de marquer la fin de l'influence britannique dans toute cette région du globe. Nous avons d'abord eu la nationalisation des pétroles d'Abadan et le gouvernement de M. Mossadegh. Il y eut ensuite le départ de Glob Pacha de la Jordanie. Il y eut ensuite la perte du contrôle du canal de Suez. Et il y a aujourd'hui cette révolution en Irak qui marque la fin du gouvernement Nouri es-Saïd. Nouri es-Saïd étant le Premier ministre d'Irak, vieil ami fidèle de la Grande-Bretagne. Donc un certain nombre de questions se posent ce soir au gouvernement. M. Macmillan est du reste actuellement, au moment même où je vous parle, au 10 Downing Street avec ses ministres en train d'étudier les questions. Et j'ai demandé à Sylvain Mangeot, qui est spécialiste des questions étrangères au News Chronicle, de bien vouloir répondre à ces questions précises. D'abord, est-il possible que la Grande-Bretagne envisage une intervention militaire en Irak, à l'issue du coup d'État de ce matin? Non, je ne crois pas, parce que ça serait uniquement sous l'accord du pacte de Bagdad
Et il n'est prévu qu'une intervention n'est prévue que dans une cas d'agression. D'après ce qu'on sait jusqu'à présent, cette révolution est une vraie révolution intérieure qui s'est faite par des Irakiens et non pas par des Égyptiens déguisés en Irakiens. D'accord. Mais si le roi Faisal lançait un appel à l'aide, est-ce qu'il serait recevable, cet appel? D'abord, on ne sait pas si le roi Faisal est prisonnier, comme on pense. S'il était agent libre, évidemment, comme partenaire dans le pacte de Bagdad, il serait libre d'appeler ses autres partenaires à son aide. Ne pensez-vous pas que les Turcs, qui sont membres également de ce pacte de Bagdad, puissent prendre une action quelconque, puissent décider une action quelconque? Vous voulez dire indépendamment? C'est ça, indépendamment. Ah, Vous ne pensez pas? c'est une possibilité, mais ça serait une possibilité très dangereuse, je crois. D'après vous, il y a donc peu de chances que cette révolution d'Irak provoque une intervention extérieure quelconque? Eh bien, je trouve qu'au cabinet, on a dû parler de l'ensemble de la situation au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que la menace de la révolution en Irak pèse aussi sur le Liban et qu'il est parfaitement possible que le président Chamoun relance son appel à l'Ouest sous prétexte que la révolution en Irak a aggravé le danger au Liban. Donc il est encore un peu trop tôt ce soir pour savoir exactement comment internationalement vont être pris les événements d'Irak, mais toute intervention militaire extérieure en provenance de Turquie ou de l'Angleterre ou d'ailleurs semble pour l'instant exclue. Maintenant, un autre point, la livre sterling a déjà perdu un petit peu de sa valeur sur le marché de New York. Un certain nombre d'actions de sociétés pétrolières ont fait un plongeon aujourd'hui au Stock Exchange. Est-ce que vous pensez que la perte des pétroles d'Irak, qui peut se produire si le nouveau gouvernement décide la nationalisation des pétroles d'Irak, aura des conséquences économiques catastrophiques pour la Grande-Bretagne? Ou disons graves, sérieuses, ne disons pas catastrophiques. Oui, certainement graves, parce que rien que la seule compagnie de l'Irak Petroleum représente, je ne sais pas, des capitaux dans l'ordre de 200 millions de livres sterling, je crois. Qui est quand même appréciable. Qui est quand même appréciable, mais je crois que là aussi, il faut envisager l'ensemble et la menace devant laquelle on se trouve, c'est que Nasser devient le maître de tout le pétrole du Moyen-Orient. Parce qu'à mon avis, si cette révolution réussit à s'établir en Irak, oui. Une fois l'Irak perdu, tôt ou tard, tout le pétrole du Moyen-Orient passera fatalement dans les mains de Nasser. Mais alors est-ce que justement cette révolution qui vient de se produire en Irak ne va pas obliger les puissances occidentales, et je pense principalement à la France et à la Grande-Bretagne, à réviser toute leur politique avec le colonel Nasser, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, va tenir entre les mains tout le pétrole du Moyen-Orient, dont nous savons que nous avons plus ou moins besoin? Ça dépend de la politique de Nasser, mais je crois qu'il, de son côté, si réellement un jour il devient maître de tout ce pétrole, il doit continuer à le vendre dans un marché quelconque. Et le marché quelconque, d'après vous, ça ne peut être que l'Occident. Évidemment, évidemment. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Il est encore trop tôt, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir exactement quelles peuvent être les conséquences sur le plan international de cette révolution irakienne, mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler très rapidement. Ici Londres, à vous Paris. Merci Jacques Salbert. Eh bien, il est bien certain que si les Britanniques s'intéressent à cette crise en Irak, eh bien, au Liban également, on s'interroge aujourd'hui avec inquiétude. Car le nouveau gouvernement irakien vient de demander à tous les soldats et officiers irakiens se trouvant actuellement sur le sol du Liban de se joindre aux insurgés. Et peut-être est-ce là la raison de cette dépêche que j'ai déchirée à la hâte avant de descendre dans ce studio et que je vous livre telle qu'elle est rédigée. Le président Chamoun, donc le président de la République libanaise, a demandé aujourd'hui à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et à la France l'envoi immédiat de troupes au Liban afin de fermer la frontière libano-syrienne, apprend-on de bonnes sources. Eh bien, vous avez vu des cérémonies du 14 juillet à Paris et à Alger. Vous allez voir maintenant une manifestation à Paris destinée spécialement à l'Afrique noire et aux Algériens.
Cet après-midi, en effet, place de l'Hôtel de Ville, s'étaient massés 6000 jeunes musulmans et anciens combattants auxquels M. Jean-Louis Vigier, président du conseil municipal, devait dire « Paris vous accueille aujourd'hui parce qu'il peut maintenant vous accueillir ». M. Ouazemali, président de l'association des maires de Kabylie, déclara « Nous sommes venus ici sur ce lieu de pèlerinage manifester à notre patrie notre reconnaissance et notre attachement. » À ces mots, une immense clameur s'élève de la foule qui ceinture la place. Puis c'est M. Michelet, ministre des Anciens Combattants, qui annonce que désormais les anciens combattants d'Algérie auront les mêmes droits et les mêmes prérogatives que leurs camarades de la métropole. M. Houphouët-Boigny, ministre d'État, proclame, vous comprendrez, vous qui avez souffert dans votre corps, la nécessité de la communauté entre les peuples et de la création d'une fédération d'un type nouveau. Puis M. Malraux. Survivants de la Marne et de Verdun, soldats des dernières batailles, combattants de la résistance, nous voulons terminer cette journée qui est la vôtre en parlant en votre nom à tous les Français, à ces Français qui savent que depuis 18 ans, seule la France n'a pas cessé de se battre. Dans la paix comme dans la guerre, nous tenons pour nôtre tous ceux qui croient que la France peut devenir la France, qui sont résolus à y contribuer fermement et patiemment. Et c'est au nom de tout cela que nous dirons à ceux qui se croient ou se croyaient nos adversaires. Vous avez proclamé que nous apporterions le fascisme avec nous. Depuis que le général de Gaulle assume le destin de la France, le fascisme a-t-il triomphé ou reculé? Contre celui qui avait rétabli la République, défendiez-vous ce que l'histoire de la France appellera le régime du malheur? Nous entendrons demain beaucoup de voix dire que la nouvelle République est mauvaise, mais nous n'en avons pas entendu une seule hier dire que ce régime était bon. Le vieil hôtel de ville de Paris était celui de la commune de 93 et de celle de 71, l'une et l'autre au service de la France. Vieux peuple de France, séculairement divisé, comme il est temps de ne plus attendre de l'avenir tes réconciliations, comme il est temps de comprendre pourquoi, sur le chemin qui va de l'Arc de Triomphe au rond-point de la Défense, le gouvernement veut prolonger une avenue Jean Jaurès par une avenue du général Leclerc. La tâche est rude en Algérie. Pourtant, nous avons vu sur les écrans plus de musulmans acclamer le général de Gaulle qu'il n'y a de fellaga dans toute l'Algérie. Et lorsque la paix conquise, les derniers soldats du contingent passeront devant la statue de la République. Peut-être, sur la face douloureuse de Dien Bien Phu, retrouveront-ils le sourire qu'avaient connu les soldats de Fleurus. Notre peuple nous jugera sur nos actes. Les amateurs de propagande totalitaire seront déçus. Celle du gouvernement consistera à faire connaître ce qu'il a fait. Et il serait imprudent de tenter de l'empêcher de le faire à bon entendeur. Salut! Que ceux qui ont défilé pour défendre une autre République que la République française aillent défiler à
mais ceux qui ont cru défendre contre nous la République de l'an 2. Qu'ils sachent que depuis bien des années, nul n'a combattu pour la France sans combattre pour le peuple de France. Pour ce peuple qui emplissait le 18 juin le Mont Valérien et ce matin les Champs-Élysées, comme pour celui qui défilait le 28 mai à la Bastille et auquel notre France crie « Je vous appelle tous, ceux qui m'avaient défendu et ceux qui croyaient me combattre. Et pour ces derniers, je ne ferai appel qu'à leur plus noble crainte, qu'ils craignent de voir un jour la France renaître sans eux. Ils veulent la République sans le général de Gaulle, comme d'autres veulent le général de Gaulle sans la République, mais la France, comme Paris, comme vous, veut la République avec le général de Gaulle. La France veut cette République-là, parce que depuis plus de 10 ans, notre peuple avait désappris d'espérer et qu'il ne se laissera désormais frustrer de son espoir par personne. Que s'efface enfin le système du malheur et que vive la République à laquelle le général de Gaulle a rendu pour la France le visage fraternel de l'espoir et pour le monde, en quelques semaines, le visage de la fierté. Durant ce temps, le général de Gaulle présidait à Toulon une revue navale. Il en est reparti à 18h10 pour Paris, mais nous vous invitons à assister vous aussi maintenant à cette parade de la flotte que nous transmet Marseille. En rade de Toulon, premier port militaire de France, un événement exceptionnel. La flotte française va être passée en revue par le président du Conseil. Depuis 1911, date de la visite de M. Fallières, aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement n'est venu ici accomplir un geste semblable. Sous le soleil le plus ardent, Toulon attend, Toulon espère. Des milliers et des milliers de personnes sont massées sur le quai de Stalingrad, ou bien s'en vont sur la Grand Rade. Et sur le quai de Stalingrad, la vedette qui emmènera le général de Gaulle à bord du Jean Bart est là. 14 heures, ceux qui veulent voir la flotte française d'un peu plus près s'embarquent sur d'autres vedettes qui les mèneront sur les bords de la Grand Rade. Toutes les classes de la population, tous les âges, toutes les couches sociales sont assemblées. 14 juillet, jour de fête nationale, jour de concorde nationale. Les retardataires se dépêchent. Pour 100 francs, ils seront plus près du bassin des Vignettes. 14h20, sur le quai de Stalingrad, l'amiral Barjot, préfet maritime, attend le chef du gouvernement. Celui-ci avait quitté Orly après la revue des Champs-Élysées et à bord du Bretagne était arrivé à la base aéronavale de Hyères, un peu avant midi. Après une halte à Beaudouvin, le général de Gaulle va faire son entrée dans Toulon. Le cortège comprend 9 voitures. Dans la première, aux côtés du général, l'amiral Nomy, chef d'état-major général de la marine. Le cortège est précédé et encadré, bien entendu, par des motocyclistes d'apparat. À 50 mètres du lieu d'embarquement, le général descend. Mais au lieu d'aller immédiatement vers la vedette, il va spontanément vers la foule. Et la foule, spontanément, elle aussi, entoure le général, le presse de tous côtés, le met presque en retard. Nous dédions ces images de liesse, ces images de sincérité populaire à ceux qui jusqu'ici ont des yeux mais refusent de voir, à ceux qui ont des oreilles mais refusent d'entendre. Il est 14h30 environ.
Sur la vedette numéro 1 du préfet maritime, le général de Gaulle va s'embarquer avec M. Jacquinot, ministre d'État, et dont on sait le rôle qu'il joua dans la renaissance de la marine juste après la guerre, avec M. Cornu-Gentil, ministre de la France d'Outre-mer, l'amiral Nomy et le vice-amiral Cabanier, chef d'état-major de la défense nationale, tandis que d'autres personnalités suivront dans une autre vedette semblable. Le lieutenant-colonel de Bonneval est bien entendu aux côtés du général de Gaulle, et la vedette du général s'en va vers le Jean Bart, en traversant la petite rade. Le Jean Bart est un magnifique bâtiment de 35 000 tonnes, long de 250 mètres, large de 36, il est puissant de 150 000 chevaux, il file 32 nœuds, et il est armé à l'avant de 8 pièces de 380 en 2 tourelles quadruples. La vedette présidentielle a stoppé, elle a été saluée de 19 coups de canon, puis le général monte par la coupée tribord arrière. Honneur rendu au sifflet. À l'instant précis où le général pose le pied sur le pont, sa marque est hissée au bâtiment, c'est la marque du ministre de la Défense nationale. Le général est accueilli à la coupée par l'amiral Auboineau, commandant en chef des forces maritimes françaises en Méditerranée, par le vice-amiral d'escadre Barjot, préfet maritime, et par le commandant du Jean Bart. Il se fait présenter les hautes autorités militaires et navales, les autorités civiles, notamment M. Haas-Picard, Igam de la région, et M. Rouguès, préfet du Var, les élus du département, les représentants des syndicats et du patronat. Bref, c'est tout le département du Var qui reçoit le chef du gouvernement à bord de ce navire, entre les 24 pièces de 100, les 28 pièces de 57 à affût double, et tout l'armement. Mais l'heure de la revue proprement dite approche. À 14h55, le général quitte le Jean Bart, car à couple de celui-ci, sur bâbord, est venu se ranger le Quersin, et entre les deux bâtiments, on a jeté la passerelle sur laquelle les officiels se sont engagés. En cet instant précis, le Jean Bart a rentré la marque du général, et c'est le Quersin qui va la hisser. Les honneurs sont rendus au général à bord du Quersin, qui est un escorteur d'escadre, le chef de file de la série de bâtiments lancés depuis 1955 et en modernisation à l'arsenal de Toulon depuis cette année-ci. Au-dessus de lui, des hélicoptères obligeamment mis à notre disposition par la marine et l'aéronavale et qui permettent à Jacques Hervé de tourner ses vues aériennes. C'est grâce à ces facilités et à beaucoup d'autres que la marine et l'aéronavale ont permis à Pierre Sabag de réaliser cette émission en temps utile pour que nous vous la montrions et la commentions de Marseille. Et la revue commence, la revue proprement dite. La marine française est là presque au complet, seulement que la dizaine de destroyers et de patrouilleurs qui sont au large des côtes algériennes et l'escadre légère de l'amiral Josan demeurée au Moyen-Orient. Aux côtés du général, vous avez reconnu, et vous les reverrez plusieurs fois, messieurs Jacquinot et Cornu-Gentil, l'amiral Nomy, l'amiral Ortoli. Voici l'aviation, le premier vol, les 48 super mystères, dont certains forment, vous le voyez, la Croix de Lorraine. Ils sont commandés par le commandant Auriol. Et maintenant, le Quersin, escorté de l'alerte à bâbord, de la droite à tribord et celui du coutelas, va s'engager entre les 5 lignes de navires mouillés dans la rade. Première ligne, le Château Renaud, escorteur d'escadre portant la marque du contre-amiral Barthélemy, commandant la première flottille d'escorteurs. Le deuxième passage de l'aviation embarquée, 12 Aquilons, 16 Corsaires, 32 TBM. Le Lafayette, porte-avions portant la marque du contre-amiral Ponchardier, commandant le groupe des porte-avions français, 11 000 tonnes, 32 nœuds, 1400 hommes d'équipage. Et le Quersin poursuit sa route. Le général de Gaulle à son bord poursuit la revue. Salué par chacun des bâtiments devant lesquels il passe. 19 coups de canon par bâtiment.
En deuxième ligne, les escorteurs d'escadre, du même type que le Kersin. Voici le troisième passage de l'aviation. C'est l'aéronavale et l'aviation anti-sous-marine, les Neptunes et les Sunderland, entre autres. Une très jolie vue maintenant du Kersin, avec la droite à tribord, l'alerte est à sa gauche. Le Coutelas suit le Kersin. Les escorteurs d'escadre sont du même type que le Kersin. Ils ont été lancés en 54 et en 55. Ils jaugent 2750 tonnes, filent 34 nœuds. La troisième ligne maintenant avec les escorteurs rapides de 1300 tonnes, 200 hommes à bord de chacun d'eux. Puis en quatrième ligne les sous-marins, ils sont 8, l'Artémis, la Créole, l'Africaine, Sultane, Saphir, Lobie, Mille, Bouan. En cinquième ligne les dragueurs. Et la revue, proprement dite, est terminée. Elle a duré plus d'une heure, précédée de l'amiral Nomy. Le président du Conseil descend à bord. En allant passer en revue la flotte le jour de la fête nationale, à quelques heures à peine d'intervalle de l'armée de terre à Paris, le chef du gouvernement a voulu marquer l'unité des forces militaires de la France, le trait d'union en somme que représente notre flotte entre la métropole et l'Algérie et les territoires français d'outre-mer, et il se dirige ici vers l'arsenal de Toulon par le quai de l'Horloge. L'arsenal de Toulon, auquel nous devons quelques-uns des magnifiques bâtiments que nous venons de voir. Et à son arrivée à l'arsenal, le général est l'objet de manifestations de très vive sympathie de la part des ouvriers de l'arsenal et de leurs familles. Encore une fois, manifestation spontanée. Et je crois que, pour reprendre une formule célèbre, l'image ici parle d'elle-même sans qu'il soit besoin d'y ajouter beaucoup de paroles. Et puis, à travers la ville, où des dizaines et des dizaines de milliers de personnes se sont massées, le général s'en va vers l'hôtel de ville, où il prononcera un court discours que vous allez entendre maintenant devant les anciens combattants de toutes les régions de France et d'outre-mer. Mais auparavant, le général entrera dans l'hôtel de ville et se fera présenter un certain nombre de personnalités du département, de la commune et de la municipalité. Bavardant, détendu, très détendu, vous le voyez, souriant, avec ceux qui sont venus lui présenter leur devoir, tandis que dehors, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes attendent. Laissez-moi vous dire combien l'accueil magnifique que vous avez bien voulu faire à ma personne et à travers elle, au gouvernement et à la France que je représente ici, combien cet accueil m'a touché et m'a réconforté. Je savais bien que c'était une immense et magnifique réalité, l'unité nationale. Je savais bien que partout où cela était possible,
le témoignage en serait donné. C'est Toulon qui m'en a donné, pour ainsi dire, le premier. Mes vœux, en même temps que mes remerciements, vont à vous toutes et à vous tous, à toutes celles, à tous ceux qui m'ont décerné aujourd'hui leur témoignage. Tout cela compte, vous pouvez m'en croire, quand on porte la responsabilité de diriger le redressement national pour le bien, le profit, l'honneur de tous les enfants de la France. Ayons confiance en nous-mêmes. Dans un monde qui est très difficile, nous sommes très forts, dès lors que nous sommes très unis et très français. Vive Toulon, vive la République, vive la France! Vive la gueule! Vous avez pu entendre, vous avez pu juger vous-même combien, à certaines secondes, le général de Gaulle était ému en parlant. La foule ne cessait de l'acclamer. La foule lui a réservé tout au long de cette journée un accueil véritablement enthousiaste. Il est difficile d'évaluer le nombre de gens qui étaient là à Toulon, disons 150 000, disons 200 000. C'est évidemment très très difficile à évaluer. Il y avait dans cette foule non seulement des Français, mais il y avait beaucoup d'amis étrangers de la France qui étaient venus pour assister à cette chose exceptionnelle qui ne s'était pas produite, je vous le rappelle, depuis 1911. Le général devait littéralement se frayer un chemin à travers la foule, pour employer une expression consacrée qui rarement s'est montrée aussi juste qu'aujourd'hui.